Et là, je règle les pieds dans l'eau. Avec 5 gars, faut qu'on me loue. Cette année, comme vous le savez sûrement, je suis en Master 2. Et à la fin du Master 2, à partir d'avril, je dois faire un putain de stage de fin d'études. Et tiens, j'avais lu sur le site de mon master, on n'accepte que les stages qui traitent bien de ce qu'on fait dans le master, industrie de réseau, blablabla. Il s'agit d'un stage obligatoire pour valider le cursus. En gros, pas d'échappatoire, si je fais pas ce stage, j'ai pas mon diplôme. Et depuis le début de l'année, j'ai essayé de pas y penser parce que, en fait, ça m'enchantait pas de ouf de faire ce stage. Jusqu'à il y a 3 semaines, où je reçois un mail de quelqu'un qui travaille chez Google. La personne me proposait de faire soit un stage ou de travailler chez Google. Franchement, j'étais archi saucée de la proposition, mais je voyais bien que les gens autour de moi étaient archi saucés aussi. Et je me suis demandé pourquoi on était tous aussi saucés. Et après, j'ai compris pourquoi. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans ce grand bordel de mon stage de fin d'études. Les gars, faut que j'explique. En fait, en gros, là, je parle comme si ça y est, j'étais prise. Mais non, en fait, j'étais pas du tout prise. À ce moment-là, pas du tout. Tout était à faire, en fait. En gros, fallait que je candidate, que je fasse mon CV, que j'attende de voir s'ils voulaient faire un entretien ou pas, quoi. Je pense que la seule différence avec si tu candidates par toi-même, la seule différence, là, c'est que, en gros, sur ma candidature, il y avait écrit que je suis recommandée par quelqu'un. Donc rien n'était fait en fait. Ouais, en gros, la recommandation me permettait juste de candidater à 3 offres en ayant la reco. Donc, je fais ma candidature là pour Google. Je suis en train de faire mon CV en anglais, le traduire tout ça. Dans 3 heures, la recommandation qu'on m'a faite expire. Moi, je crois que je suis pas capable de faire dans les temps en fait. C'est une fois que je suis dans la grosse merde, hop là, bam. Il reste genre 2 heures pour faire mon truc. Le CV qui devait être en anglais. Donc j'ai appelé au secours Francesco de la Casa, mais j'ai perdu les plans. Bonsoir à tous. C'était nul. Le petit kiwi. Francesco, si vous me suivez sur Instagram, c'est mon pote de 42. Vous êtes très intelligent, non? Très très. Mais bien sûr. Bien évidemment. Qui d'autre pourrait avoir ce livre autre que Francesco? Francesco de la Casa. Les gens qui façonneront demain. Donc, il m'a aidé à traduire bien mon CV. Ensuite, j'ai clean mon GitHub. Voilà, j'ai pompé un peu mes capacités. Bien sûr que oui. Ensuite, j'ai eu une RH au téléphone. Can you repeat? Yeah, absolutely. Et 2 semaines plus tard, au final, je reçois un mail pour faire un entretien. Mesdames et messieurs, dans 4 jours, il y a l'entretien, le 13, et en fait... En fait, c'est la merde, tout simplement, c'est la merde. Pourquoi? Parce que l'entretien est en anglais. Bon, ça c'était prévisible, mais j'ai pas fait d'anglais depuis très très longtemps. Donc expliquer mon code en anglais, mais pas tous les mots techniques en anglais et tout. Enfin. Mais le pire, c'est que c'est en Python aussi. Dans les langages, tu pouvais choisir ton langage, et moi je voulais prendre du C. Sauf qu'ils ont pas voulu que je prenne le C. Donc j'ai pris du Python. Disons que c'est pas mon langage de prédilection du tout. Mais le pire, c'était qu'en fait, j'avais que 3 jours pour préparer. Il y a 3 jours de préparation, et je pense que c'est très très léger. Bref, l'heure est grave. C'est un entretien technique que je passais, donc je m'étais dit dans ma tête qu'il y avait 2 trucs à préparer. Le premier, c'était la technique, et le deuxième, c'était tout ce qui va autour de la technique. Donc du coup, genre comment faut être en entretien, quelles sont un peu les valeurs de Google, quelle est l'ambiance de l'entreprise en fait. J'ai commencé par tout ce qui allait autour de la technique. Je commence à faire des recherches et en général, je précise juste que pour faire mes recherches, je mets mon VPN souvent aux États-Unis. Ça fait que Google me localise aux US et ça me permet d'avoir accès à d'autres résultats et à des informations que parfois j'arrive pas à trouver avec une recherche localisée en France, et j'ai l'impression que souvent il y a des résultats plus pertinents. Et ça fait un bout de temps que j'utilise CyberGhost VPN, vous l'avez peut-être même déjà vu dans mes autres vidéos.
Et il y a quelques semaines, en fait, ils m'ont proposé une collab et j'ai accepté parce que j'utilise leur VPN et que je le trouve bien. Donc ils sponsorisent cette vidéo et je voulais juste rajouter que souvent on entend que les VPN ça sécurise tout, qu'on est complètement anonyme avec. Vous le savez sûrement déjà, mais en vrai c'est pas vraiment le cas. T'es pas complètement anonyme avec un VPN et je vous mets une vidéo d'ailleurs en bio qui l'explique super bien. Perso, je l'utilise surtout pour quand je suis en dehors de chez moi et que je me connecte à une Wi-Fi, genre à la fac, dans les bibliothèques, dans des Airbnb et tout. Ça évite que, comme je le montrais dans ma vidéo Hacking Webcam, que quelqu'un puisse voir ce que je fais sur mon ordi. Puis, en vrai, c'est toujours pratique d'avoir un VPN sous la main. CyberGhost VPN est payant. Enfin, ça se comprend aussi parce que finalement, ils ont des frais. Je sais que certains VPN gratuits gagnent de l'argent en analysant les données des utilisateurs. Apparemment, eux, c'est pas le cas. CyberGhost s'engage à ne pas conserver les données des utilisateurs. Je vous ai mis le lien en bio pour lequel il y a moins 84% de réduction et 4 mois offerts sur leur VPN, soit 1,94€ par mois. Donc je reprends en été, c'est-à-dire que j'avais 3 jours pour bosser tout ce qui va autour de la technique et tout ce qui est technique. Et j'ai commencé par le premier point. Je savais qu'en septembre 1998, quand ils ont lancé la boîte, Google répondait à 10 000 requêtes de recherche par jour, qu'en 2006, c'était 10 000 requêtes par seconde, soit 864 millions par jour. Et en 2021, Google traitait plus de 8,5 milliards de recherches par jour. C'est plus que la population mondiale. Et ils m'avaient envoyé plein de documentation. Le processus de sélection avait l'air archi carré. Tous les gens à qui j'avais parlé en échange de mails ou par téléphone étaient vraiment particulièrement sympas. Et en fait, je me suis demandé, le premier truc que je me suis demandé, c'est quel genre d'ambiance Google en interne. Comment ils se sont organisés pour créer une boîte aussi énorme que ça. Si tu veux le faire, faut le faire sans le doute. Le rachat de structures prometteuses comme Android en 2005. Android équipe plus de 85% des mobiles dans le monde. Trêve de commentaires, j'ai le blues. La plupart des boîtes se contentent d'améliorer ce qu'elles font depuis 15 ou 20 ans. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut penser grand, être révolutionnaire. Qui montre Street View sur la Lune. Bon. Mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible à Google, je dirais. Apparemment, à l'époque, il y avait plein de moteurs de recherche, mais personne s'était vraiment imposé. Il y avait Hotbot, Excite, Yahoo, Lycos, AltaVista. En fait, personne s'est imposé, mais jusqu'à ce que Google arrive. Franchement, c'est insane comment tous les autres moteurs de recherche ont été mis à l'amende. Et je me suis demandé, en voyant ça, comment ils ont réussi à se démarquer à ce point. Et je suis tombée sur ce forum où les gens se posaient exactement la même question que moi, et tout le monde répondait la même chose. En fait, apparemment, Google offrait tout simplement le meilleur service. Ok, retour en 1998, je suis Sergey Brin ou Larry Page, et j'ai pas de coup. Je rigole. Et je veux créer un moteur de recherche de ouf. Et je me dis, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que quand les gens ils font une recherche dans mon moteur de recherche, faut que je leur renvoie la meilleure information possible, et ça le plus vite possible. Mais en fait, j'ai pas besoin de créer l'information, parce que l'information, elle est déjà disponible dans les sites web. Et moi, ce qu'il faut, c'est juste que je renvoie le site web qui a la meilleure information à l'intérieur. Pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que je comprenne bien ce que mon utilisateur recherche, même s'il y a une erreur ou si c'est pas les bons mots-clés qui sont utilisés. Une fois qu'on comprend bien ce qui est recherché, il faut que je mette les pages les plus pertinentes en haut. Pour renvoyer les meilleurs sites en haut, je me dis qu'il faut un grand nombre de sites, parce qu'en fait, si j'ai pas beaucoup de sites, j'ai peu de chances d'avoir la meilleure information dans un des sites. Ouais, parce que plus tu connais de sites web, plus il y a des chances que tu puisses retourner une bonne information. Et donc Google utilise en fait des bots automatisés qui tournent et qui cherchent continuellement des nouvelles pages web à ajouter à leur catalogue en suivant les liens de page en page. Et apparemment, ils appellent ça le crawling. Et du coup, en fait, apparemment, genre Google analyse le contenu de la page web et enregistre les informations dans son index. Et ça, en gros, ils appellent ça l'indexing. Google dit genre que finalement, ça ressemble à une énorme librairie en fait, qui catégorise tous les sites web. Bref, au final, j'ai toute une big librairie avec plein de sites et tout répertoriés, donc c'est nickel. Maintenant, la vraie question, c'est quel est le site le plus pertinent à renvoyer sur la recherche lasagne ?
pour savoir quel contenu faudrait renvoyer, il y a des algorithmes de classement qui déterminent quel site renvoyer. Et en fait, pour ça, ils prennent en compte plein de critères. Bon, aujourd'hui, les algos de classement comme ça, ils reposent sur des technologies qui sont archi poussées. Mais de ce que j'ai vu à l'époque, c'était pas aussi poussé. Et parmi les critères de l'époque, il y avait combien de fois le mot qu'on recherche est présent dans la page. Bon, ça, c'est classique, tout le monde connaît ça. Il y avait aussi l'emplacement de ces mots dans le titre, dans la légende, la localisation de l'ordinateur. Mais finalement, tout ça, la localisation, les mots qui sont présents dans la page, etc., je crois qu'en fait, ils le faisaient déjà tous. Jusqu'à ce que je tombe sur ce document, ce serait un texte fondateur. Il a été publié en 1998, donc l'année de lancement de Google. Et dedans, ils expliquent les théories académiques derrière Google. Le texte, il s'appelle « L'anatomie d'un moteur de recherche web hypertextuel à grande échelle ». Et dedans, ils expliquent ce que Google fait différemment. Les gars, je viens de tomber sur un vrai texte. Je parle doucement parce que ma mounette, elle dort. Dedans, il raconte que, en gros, ils utilisent un algorithme qui s'appelle PageRank, contrairement aux autres moteurs de recherche. En gros, c'est genre plus il y a des liens cliquables qui pointent vers une page, plus cette page elle est importante. Sachant que l'importance de chacun des référencements dépend de l'importance de la page qui a fait le référencement, tu vois. Il y a même le petit calcul là. Si vous voulez mieux comprendre les calculs, je vous conseille de ouf cette vidéo. Par exemple, là, il explique l'application de la formule pour calculer le PageRank de A. Selon notre formule, le PageRank de A vaut 0,15 divisé par 3 plus 0,85 fois la somme des PageRank des liens entrants. Mais ici, il n'y a que C qui a un lien vers A, donc la somme vaut PageRank de C divisé par 2. Pourquoi 2 ? Parce que C a 2 liens sortants. Et en gros, à partir des calculs, genre, PageRank attribue un score à chaque page web, et ça permet genre de se rendre compte de l'importance des pages. Résultat, selon les gens, Google offrait un meilleur classement des résultats. Après, il n'y a pas que PageRank. À mon avis, tous leurs algos devaient être bons parce que les gens ils disent aussi sur le forum qu'il y avait un énorme index, que ça allait vite, qu'il n'y avait aucun doublon dans les résultats. Et tout ça avec une interface super propre et sans fioritures. Hello! Mauvaise soirée sur le globe. C'est le deuxième jour, messieurs, dames. Deuxième jour. Et c'est la merde toujours autant. Les gars, donc, hier on a révisé la théorie. J'ai regardé de ouf sur PageRank, les débuts de Google et tout ça. J'ai regardé toute la documentation qu'ils m'avaient envoyée. Et dans la documentation, j'ai vu qu'il y avait vraiment une méthodologie spécifique aux entretiens techniques de Google. Genre t'es censé demander des clarifications. Déjà tu codes sur un Google Doc. Ça veut dire t'as pas toutes les corrections et tout, déjà comme dans VS Code. Et je pense que t'es archi dépaysé parce que t'as pas bien ta page comme d'habitude. Là aujourd'hui il va falloir sérieusement passer à la technique parce que c'est quand même le plus important du truc en fait. Et dans les documentations de Google, mais même au-delà, genre sur GitHub et tout, partout les gens ils parlent tous du livre Cracking the Coding Interview. Donc, on va commencer par lire ce livre, enfin voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je regarde ce fameux livre, je passais les pages et je voyais plein de notions que je connaissais pas. Et vraiment dans les sujets à maîtriser, mais je vais être à la ramasse, mais à un point. Et limite je commence à me dire, est-ce que oui ou non ça vaut la peine que je le passe ? Mais en même temps, si je le passe pas et que je me dis que je le passe pas juste par peur d'être ridicule et par peur de me chier dessus, c'est un peu dommage quand même. En fait, en gros, ça parlait de 3 trucs différents. Ça parlait de structure de données, c'est-à-dire comment tu structures tes informations. Ça parlait des algorithmes et enfin ça parlait de l'évaluation des performances des algorithmes. Mais j'ai vu ça, la hashtable, et je me suis dit, mais je l'ai déjà vu quelque part et tout. Et en fait, je l'avais déjà vu je ne sais combien de fois dans le document fondateur de 98. Et là, je me suis dit, mais comme un éclair, je me suis dit, mais bien sûr qu'en fait ils veulent des gens qui maîtrisent la manière dont on structure l'information et bien sûr qu'ils veulent des gens qui maîtrisent les algorithmes de base. Parce qu'en fait, à mon avis, ils ont besoin de gens qui ont une telle compréhension technique et une créativité qui fait qu'ils sont capables d'innover et de créer des algorithmes toujours plus malins et puissants. Parce que finalement, Google, c'est ça en fait, depuis le début, c'est des algorithmes et de la créativité. Bref, au final, les gars, je me suis préparée au max que je pouvais pendant 2 jours. Pendant ces révisions, je voyais les gens ils disaient ouais les hashtables apparemment c'était un truc iconique des entretiens de Google et de ce que j'ai lu. Il y a de grandes chances pour que
à un moment dans l'entretien, la personne qui t'évalue attende que tu utilises une hash table. Donc je me suis dit, vas-y, si c'est dans les documents fondateurs et que les gens disent que c'est demandé, je vais voir ce que c'est. Imaginons que j'ai 10 000 pages web répertoriées dans mon index. Et que dans chacune de ces pages web, tu vois, j'ai analysé les 3 mots les plus présents. Et tout ça, je l'ai répertorié dans un grand tableau où j'ai mis pour chaque mot, donc les mots les plus présents dans les pages, pour chaque mot, les pages où le mot en question est très fréquent. Maintenant, si mon utilisateur cherche lasagne, bah, j'ai juste allé à la ligne lasagne de mon tableau et lui renvoyer les pages correspondantes au mot lasagne, donc qui sont les pages où le mot est le plus présent. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, j'ai des milliers et des milliers de mots dans mon tableau, parce que si j'ai récupéré 3 mots sur 10 000 pages, ça fait 30 000 mots, bon, moins les doublons, disons 20 000 lignes dans mon tableau, et encore je suis gentille, mais ça veut dire qu'en fait, l'ordi va devoir parcourir 20 000 lignes et regarder à chaque fois, est-ce qu'on est sur le mot lasagne. Là, ça veut dire ça va prendre trop de temps, hein, et c'est sûr que ça va prendre plusieurs secondes. Alors, comment faire pour renvoyer mes pages en moins d'une seconde ? Imaginons qu'en fait, j'applique une fonction, donc genre un petit calcul sur mon mot, et que j'ai directement l'index dans le tableau de l'endroit où se trouve le mot. Bah ça, en gros, c'est le principe d'une hash table. Imaginons que chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Quand on me donne le terme lasagne, ça fait L égale à 12, plus A égale à 1, S égale à 19, blablabla. En tout, ça fait 59. 59 divisé par 7 par rapport au nombre de lettres de mon mot, ça fait 8. Et bah du coup, je mettrai de lasagne à la ligne 8. Maintenant, avec pizza, ça fait 16, plus 9, plus 26, blablabla, 78. 78 divisé par 5, ça fait 16, donc je mettrai pizza à la ligne 16. Et maintenant, si j'ai besoin de trouver directement un mot dans mon tableau, j'applique ma fonction au mot et je trouve directement son index. On a bien vu, les hash tables, c'est une manière de structurer l'information, c'est donc un type de structure de données. Enfin bref, dans tout ça, on arrivait au dernier soir avant l'entretien. Et en vrai, j'étais grave stressée, donc je suis allée courir. Et pour rester dans le thème, tu vois, j'écoutais un podcast qui s'appelle Le Code a changé, qui est archi d'art d'ailleurs. Et en fait, j'écoutais celui qui parlait justement de Google. Dans la discussion, Serge a jusqu'ici été très admiratif, à la fois de Page et Brin, et de ce qu'ils avaient créé. Donc, je me demande s'il continue aujourd'hui à admirer ce qu'est devenu Google. Non. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Il y avait cette idée que Google favorisait ses propres services par rapport aux services d'autres entreprises. Et Google avait une espèce de mythe qui était « Non, on a un mur entre les deux et on ne favorise pas ». Et moi, je l'ai cru. Je l'ai cru parce que j'aime bien Sergey et puis que ça me paraissait la chose modèle à faire. Alors évidemment, j'étais trop naïf et j'aurais dû comprendre que c'est du business, c'est pas de la morale, et que évidemment, c'était tentant de favoriser ses propres services, surtout si personne te dit rien. En gros, ça revient à trafiquer les résultats du moteur de recherche pour faire apparaître en tête les produits Google ou les services Google au détriment des concurrents. Et je me suis demandé, tu vois, à ce moment-là, si j'avais vraiment envie de travailler pour une entreprise comme Google. Et c'est clair qu'en fait, surtout dans la tech, les gens adoreraient travailler pour Google. Et effectivement, quand tu vois les salaires, le pôle technologique que c'est, même la gentillesse des gens de chez Google, tu comprends pourquoi. Et je me suis dit qu'il y avait grave de la demande pour travailler chez eux, et que plus il y a de la demande, plus la valeur d'un travail chez Google augmente. Et voilà comment sûrement ils doivent récupérer des putains de talents. Bref, au final est arrivé le jour J, le moment de l'entretien. Les gars, je crois que vous ne me voyez pas. Attends. Je passe un très mauvais moment, là, je viens de me réveiller. C'est aujourd'hui. Non mais... Bon allez, il est 7h du mat. J'ai trop la flemme. Nous imaginons que nous souhaitions insérer donc une donnée au milieu de la zone mémoire. Les gars, ça commence dans 20 minutes. Et là, j'étais en train de regarder des vidéos YouTube sur des notions dont que j'ai jamais pratiqué de ma vie. J'ai chaud et en plus de ça, non seulement du coup je passe l'entretien, mais en plus je suis pas belle là. Ça va être chaotique. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait je sais que normalement j'ai pas le droit d'enregistrer. Donc il y a pour ça qu'ils m'ont envoyé un message.
Je vais essayer d'être sympa au moins. Bon, je vais mettre la caméra et bisous. Hey, can you hear me? Hello, yes, and you? Hey, yeah, I can hear you fine. Okay, so let me introduce myself too. An economic school after my degree, my baccalaureate. I don't know if it's like that. Yes, my bachelor degree. Yes, sorry. And then I am now in master of internet and networks. I've started this school 2 years ago. Like a university for sort of that, or is it like a boot camp? The exam to enter, it's like you don't have any diploma, any degree. You can come, you, me, everybody just... J'ai fait you, me, everybody can come. And so that's what I do in my life. Yeah, so, and, so what that means is basically we are given a book of recipes. So this book of recipes, basically we want to actually and Putain, j'ai give up. Il m'a fait genre ouais, no worries et tout, il était grave gentil, mais... Allô? Ouais, allô, ça va? Mec, c'était une catastrophe. Il y avait ma caméra, tu vois, il y avait ma caméra, il me regardait en mode, il attendait sa réponse, et moi j'étais là, genre, mec, mon cerveau, il a dit non, tu vois. Ça a duré 30 minutes en fait, hein. Normalement, c'est 45 minutes, et 45 minutes après, genre. Ah, il t'a dit non, stop. Et genre j'ai dit, ouais, excuse me, but I will stop the interview, thank you very much for your kindness et tout, but genre, je galère trop et nique sa mère, tu vois. Mais la vérité sur cet entretien, c'est ça. Je me suis pas battue en fait, tu vois. En vrai, je me suis pas battue. Et la raison pour laquelle je me suis pas battue, c'est qu'au fond, je savais en vrai que j'avais pas envie de faire ça pour mon stage. Et en fait, je me suis pas battue pour l'entretien Google, par contre, je me suis battue pour faire passer mon stage sur la chaîne YouTube. Et je vous annonce qu'à partir du 1er avril, je suis à temps plein sur YouTube. Relax, take